Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir, comme tous les mercredis soirs. Bienvenue sur TVADP, nous sommes en direct sur YouTube, Crowdbunker, VK. Et ce soir, j'ai l'honneur et l'avantage, le plaisir de recevoir une nouvelle fois Dr Yves Couvreur, que j'avais pas reçu sur cette chaîne, mais que j'avais reçu sur ma chaîne personnelle. Dr Yves Couvreur, qui est anatomopathologiste, médecin anatomopathologiste, j'ai réussi à le dire 2 fois, et qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est ce métier, de particularité dans la médecine, et puis qui s'est vraiment positionné très fortement depuis le Covid. Je suis ravie de vous accueillir. Bonsoir, docteur Yves Couvreur. Merci Bonsoir infiniment Lise, d'avoir accepté mon invitation une nouvelle fois. mais tout le plaisir est pour moi. J'en profiterai d'abord pour vous dire combien je suis heureux d'abord d'être ici. Et je suis presque soulagé parce que je vais pouvoir parler de sujets extrêmement lourds pour lesquels je ne suis pas invité ou très peu invité. Et j'aimerais tant avoir des émules, même des critiques, mais qu'on en parle. Et ça me fait grand plaisir. Et je vous remercie ainsi que Eric Montana. Au fond, où j'en suis dans ma vie, j'ai maintenant deux catégories de personnes que je fréquente, celles pour qui j'ai de la compassion et celles pour qui j'ai de l'estime. Les autres, non. Alors merci de nous faire cet honneur-là du coup. J'espère être dans la deuxième catégorie plutôt, mais merci en tout cas docteur. Je dois rappeler quand même et signifier que vous avez écrit un livre qui est gratuit disponible sur Kindle, Une mystérieuse encéphalite. Vous aviez fait l'enquête quand même sur une mort assez mystérieuse. Je sais pas si vous voulez nous en dire 2 mots. Très rapidement, donc, de ma formation d'anatomopathologie, ça me permettra d'expliquer ce que c'était. On m'a présenté la mort de Jean-Luc Lagardère il y a une bonne vingtaine d'années comme une encéphalomyélite auto-immune. Je me suis rendu compte que c'était faux. Et d'enquête médicale en enquête médicale, je me suis rendu compte que c'était un crime d'État. Et je souhaitais en parler, pas tellement parce que c'est opus 1 qui restera 1 dans la collection, mais parce que c'était déjà l'apparition d'un État crapuleux qui n'aime pas ses citoyens et qui leur veut souvent du mal. Voilà. Alors pour le métier d'anatomopathologie, ce sera vite fait. L'anatomopathologie, c'est celui qui prend en charge les biopsies qu'on vous fait, que ce soit en dermatologie, en gastrologie, en gastroentérologie ou en chirurgie, qui les analyse et qui donne, il dit ce qu'il voit, puis il donne un diagnostic. Et c'est souvent la question cancer, pas cancer. Donc c'est nous qui posons le diagnostic de cancer à l'exclusion des leucémies, par exemple. Et j'avais également dans les attributions les autopsies à titre non médico-légal, c'est-à-dire que par une espèce de tour de passe-passe intellectuel, on me demandait des autopsies à but scientifique, c'est-à-dire pour laquelle la mort était naturelle. Mais enfin, il se fait que quand on ne connaît pas la cause de la mort, on demande une autopsie, et si on demande une autopsie, c'est qu'on ne peut pas garantir qu'elle est naturelle. Et j'ai d'ailleurs eu à connaître des autopsies qui auraient dû être médico-légales et qui ne l'avaient pas été. Voilà. Merci docteur pour cette précision parce qu'effectivement, je pense que cette spécialité, en tout cas, est peu connue. Enfin, moi, je la connaissais pas avant de vous connaître. Je disais, vous êtes positionné très fortement durant le Covid, notamment, et vous avez très tôt mis au point un traitement, donc expérimental, vous précisez à chaque fois, bien que ce mot fasse peur maintenant, vu tout ce qu'on entend depuis ces injections, mais expérimental dans le sens où c'est votre pratique qui a fait que vous avez pu connaître et savoir quelle était l'infection Covid et comment il fallait la traiter. Vous avez traité plus de 350 cas Covid avec 100% de réussite et zéro effet secondaire. C'est vrai, c'est vrai. Vous parlez là des Covid aigus, hein, puisque nous allons parler probablement des Covid chroniques et des aspects post-vax. Alors, on va dire vax pour pas être censuré tout de suite. Euh, Malheureusement, les états post-vax, quand ils étaient cliniquement importants, j'ai pu aider un peu, mais pas d'une manière aussi importante que les Covid aigus traités rapidement. Les Covid chroniques non vaccinés, c'est un peu une situation intermédiaire. J'ai pu corriger un certain nombre de choses ou empêcher plus exactement la dégradation, mais il y a des lésions qui restent irréversibles chez des gens non vaccinés, mais qui n'ont pas été traités pendant 18-24 mois. Et j'en ai plusieurs, malheureusement, qui continuent d'ailleurs à évoluer. Pour le traitement, je dois beaucoup à Réinfo Covid, pour laquelle j'avais beaucoup d'affection pendant l'année 2021. Cette affection a eu tendance à se déliter. Comme toujours, il arrive dans les groupes des rivalités. J'ai une petite pensée d'ailleurs pour
souliers. Tout ça, c'était un temps de résistance. Aujourd'hui, le protocole est quand même assez bien affiné et il est très efficace pour autant qu'il soit attribué à temps, ce qui me rend d'autant plus triste que quand je rencontre des gens, ils savent même pas ce que c'est que l'ivermectine, quoi. C'est édifiant. Mais nous sommes entrés dans une impasse médicale. Mes confrères, et je voudrais bien qu'on comprenne que je ne les bastonne pas en disant ça. Si j'avais été à leur place et j'étais très en dehors et à mon âge, j'avais des possibilités de me dissocier de la doxa que la plupart n'ont pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, fin 2024, les confrères qui, pendant 4 ans, ont prétendu qu'il n'y avait pas de traitement au Covid et qu'avec le vaccin qui était sûr et efficace, aujourd'hui peuvent plus faire machine arrière. Et c'est malheureusement un processus psychologique dont je ne les vois pas sortir, hélas. Et les patients non plus. Avant de parler du traitement, docteur, peut-être qu'on pourrait revenir, parce que vous avez quand même une particularité, c'est-à-dire qu'on a entendu pendant quelques années du côté de la dissidence ou de la résistance, des personnes qui sous-entendaient que le Covid n'existerait pas, hein, cette arme biologique comme on en a parlé, d'autres qui disaient bah si, mais en fait il n'a pas été isolé, donc comment voulez-vous trouver un traitement, etc. Tout ce que vous ne partagez pas comme opinion, si je me trompe pas. Tout à fait. Je suis un pragmatique. Donc, qu'on trouve un virus, qu'on le photographie ou pas, il y a des virus qui existent, hein, qu'on photographie. Mais aujourd'hui, on est arrivé du côté de la résistance à un point tel qu'il suffit de dire le contraire de ce que la doxa a prétendu pour être dans le bon. C'est qui est malheureusement une autre erreur. Tout ce que je sais, c'est que nous avons en face de nous un adversaire contagieux, infectieux, dangereux et traitable. Ok. Et du coup, il y a beaucoup de personnes aussi là, et on en entend de plus en plus parler, de nouveaux protocoles, enfin des protocoles en tout cas qui émergent, hein, comme le CDS, le glutathion, etc., etc. Et voilà, ça vous fait sourire à chaque fois parce que vous, quand vous parlez de ces traitements, du coup, bah, ce serait plutôt de prendre des vitamines et du zinc, effectivement, en traitement de fond, mais ça ne va pas tout faire et ne va pas tout régler, y compris non plus régler les cancers. Non, ben, le cancer, c'est une façon de mourir comme une autre. C'est comme ça. Si vous voulez, le cancer, c'est le pendant de la vieillesse. Il y a la croissance de l'individu depuis la cellule originelle, le fœtus, et la croissance jusqu'à l'âge adulte, un processus qui permet la multiplication des cellules. Elle doit être là. Mais il y a un processus de sénescence, de blocage de ça, et c'est la vieillesse. Et entre les deux, ben, il y a des erreurs de casting. Et le cancer, vous savez, c'est quand même une maladie qui touche il y a des enfants, malheureusement, des adultes jeunes, mais c'est une maladie qui est quand même souvent celle de l'âge mûr. Au fond, le programme informatique qui est notre ADN se fiche complètement de ce que nous allons devenir après la période de reproduction. C'est quelque chose entre, on va dire, entre 15 et 35 ans. Donc, que le cancer soit une conséquence de cet équilibre qui, finalement, d'un point de vue génétique, n'a pas d'intérêt. Oui, le cancer est une façon de mourir. Je pourrais vous en décrire d'autres qui sont pas plus agréables, hein. Donc, que les gens ne se stressent pas avec ce mot de cancer. Oui, nous devons tous y passer un jour ou l'autre. Et je viens d'avoir une patiente d'ailleurs qui s'inquiétait à 56 ans elle allait souffrir et peut-être mourir. Je lui ai dit, écoutez, madame, allez visiter les cimetières militaires, regardez les dates de naissance et les dates de mort, ça vous calmera. Oui, effectivement. Il y a autre chose quand même, docteur, que j'aimerais bien voir avec vous, parce qu'effectivement, et moi justement, je fais partie de ces gens qui au début étaient bien sûr dans la dissidence, mais qui n'avaient pas forcément conscience en fait que le Covid était potentiellement aussi dangereux que l'injection elle-même. En fait, vous disiez quand on en a discuté, quand on s'est rencontrés sur les réseaux, vous me disiez très tôt, hein, très vite, que en fait on prend un chemin plus court quand on a subi l'injection, et même si on en a pris plusieurs, évidemment, ça multiplie les risques, mais les effets secondaires, de toute façon, du Covid sont les mêmes que pour une personne injectée. Oui, vous avez raison. Si on pouvait reprendre un tout petit peu en arrière, le Covid existe quand même, et il a été fabriqué en laboratoire. Aujourd'hui,
Le pangolin a quand même un alibi, la chauve-souris ne peut quand même pas être créditée de tous les maux. Donc même un corrompu comme le chef du FBI, M. Christopher Wray, chef du FBI très corrompu lui-même d'ailleurs, admet que ça a été fait en laboratoire. Nous l'avons dit depuis le début, on a retrouvé quoi? On a retrouvé ce qu'on y a mis, et particulièrement une personne qu'on oublie de citer, et que moi j'aime bien citer, qui est le professeur Frédéric Tanguy à l'Institut Pasteur. Le professeur Frédéric Tanguy, d'un esprit certainement humaniste, avait greffé sur un coronavirus, je pense dans l'ordre, hein, une partie du gène de la malaria, en disant je préfère un vaccin contre la malaria. Ça n'a pas marché. Il a repris cette chimère et il a rajouté de l'autre côté, une dizaine d'années plus tard, je pense, il faudrait vérifier les dates, peu importe, un morceau de VIH, en disant cette fois-ci je vais faire un vaccin contre le VIH. Ça n'a pas marché non plus. Mais certains esprits malfaisants, surtout chez les militaires, ont très vite compris l'intérêt qu'ils pouvaient en tirer. Alors cette bestiole a quitté l'Institut Pasteur, elle a pris des ailes très probablement en Caroline du Nord et dans des laboratoires dépendants de la DARPA. Et là, ils ont fait ce qu'on appelle un gain de fonction, c'est-à-dire qu'on a rendu ce coronavirus beaucoup plus infectant pour l'homme qu'il ne l'était au départ. Alors, je me demande comment on peut justifier des activités expérimentales pareilles si on n'a pas une idée diabolique derrière. Les gains de fonction, ça n'a pas lieu d'être, sauf dans un esprit militaire. Et évidemment, quand Trump est arrivé, il a dit écoutez, on va arrêter tout ça, c'est de la folie furieuse, il avait raison. Et naturellement, les gens d'en face, futés, se sont dit mais puisqu'on peut plus le faire aux États-Unis, on va à la Wuhan et on va peut-être même aller en Ukraine. Alors le laboratoire de Wuhan est un laboratoire qui avait été inauguré en grande pompe entre les Français et les Chinois. Et rappelons les gens qui ont été là tirer l'eau bénite pour ce baptême, eh bien, il y avait monsieur le professeur Yves Lévy, qui à la ville et à la Seine est le mari de ma consoeur Agnès Buzyn, laquelle a décrété opportunément en 2020 que l'hydroxychloroquine qui avait été prescrite par milliards de doses était devenue un poison vénéneux. Puis on se rend compte quand même qu'ils avaient une idée derrière la tête. Et il y avait une troisième personne qui était là aussi, notre petit Bernard Cazeneuve, qui est souvent dans les mauvais coups, naturellement franc-maçon, j'ai pas besoin de le dire, et qui a été un très grand propagandiste de quelque chose dont il ignorait tout, c'est-à-dire l'injection expérimentale ARN. Donc on voit quand même, quand je parle d'esprit malfaisant, je pense qu'il faut parfois y mettre des noms. Oui, oui, mais c'est important parce qu'après, le but, il est aussi celui-ci, hein, c'est que, enfin, ce que nous essayons de faire aussi, c'est de continuer de dénoncer parce que cette histoire n'est pas réglée. Les personnes n'ont pas été devant la justice, n'ont pas été traduites en justice, pardon. Donc, le boulot reste encore à faire. Et puis, il y a des victimes et des victimes sur le long terme. Là, vous parliez, alors vous employez pas le terme Covid long, Non, hein? C'est plutôt, non, c'est non, assez non, je vais, imprégnant. oui. Puis on reprendra l'histoire de le Covid touche tout le monde, vacciné ou non vacciné. Pourquoi pas Covid long? Parce que le mot long, d'ailleurs, en médecine, n'a jamais existé pour décrire une maladie. C'est soit aigu, soit subaigu, soit chronique. Mais chronique, il y a tout de suite une notion de temps. Tandis que dans long, vous avez une notion de déterminisme, de fixité dans la longueur. Donc ça veut dire, sous-entendu, le Covid va s'arrêter spontanément. S'il est long, c'est qu'il n'est pas infini. Donc c'est une malhonnêteté, puisqu'il peut continuer. D'ailleurs, jusque début mi-2021, on parlait de Covid persistant. Mais nos amis d'en face, toujours habiles, se sont dit on va parler de Covid long. Ça serait bien. Alors voir malheureusement quelqu'un comme Sabatier mettre sur son titre Covid long et Vax derrière comme si l'un était lié à l'autre. Bon. On laissera ça à la pitié et à la charité du Seigneur. Bon, alors, méchanceté mise à part, oui, pourquoi le Covid est une arme diabolique? D'abord parce qu'elle a été faite comme ça. En plus, on suspecte qu'on a rajouté à l'intérieur d'autres choses, comme les morceaux de la protéine à prion, donc la maladie de la vache folle. Donc on en a fait vraiment une arme de destruction massive. Alors, c'est vrai que c'est une arme qui tue peu en aigu, peu. Le taux de mortalité n'était pas du tout celui, la peste noire qu'on nous a présenté, mais
il tuait quand même un peu, surtout parce qu'on ne traitait pas les patients, bien entendu. Mais derrière le vax, qui a bon droit fait partie des choses qu'il faut remettre en cause, je n'entends que trop dans les milieux résistants, c'est-à-dire tous ceux qui ont résisté aux sirènes injectables. Ah 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 ah, Covid long, c'est pas pour moi. Eh ben, si, parce que le Covid chronique touche, et ça c'est pas Yves Coureur qui le dit, à peu près 20% de la population. Et je pense que ce chiffre est sous-estimé. Pourquoi? Parce que les critères de diagnostic du Covid chronique sont vagues. C'est une fatigue persistante, souvent après un, entre guillemets, rhume. C'est des troubles digestifs mal cernables, c'est parfois des troubles cutanés, et aussi un symptôme qui s'appelle le brouillard dans la tête. Ah oui, docteur, j'ai un brouillard dans la tête. Et finalement, on ne se casse pas plus pour aller plus loin dans la mise au point, puisque en appliquant le traitement, ivermectine, Medrol, vos besoins en antibiotiques, un petit immunomodulateur, les choses rentrent vite dans l'ordre. Pour autant que les gens aient été soignés rapidement, parce que tout Covid, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre, Vox clamantis in deserto, que c'est pas une petite affaire le Covid. C'est quelque chose qui s'attaque à vos cellules de revêtement des vaisseaux, qui les brise, qui induisent des problèmes de coagulation, de blocage de la circulation. Je pourrais vous raconter des choses terribles là-dessus. Mais dans le cerveau, cette première attaque sur l'enveloppe des vaisseaux va faire que ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau va s'abaisser. Et la spike est une grosse protéine, elle fait quand même, je crois que c'est 1200 acides aminés, c'est une grosse protéine. Normalement, elle ne doit pas passer la barrière hémato-encéphalique. Mais comme la barrière a été abîmée par un premier choc sur les cellules endothéliales, ça passe à travers. Et là, elles vont s'attaquer, la spike, à un deuxième récepteur qui n'est pas le récepteur chéri de Jean-Marc Sabatier, qui est la neuropiline. Et elle va aller toucher les neurones directement. Le résultat des courses, si vous laissez les choses aller trop loin, vous additionnez un réservoir parasitaire qui sont eux-mêmes parasités par Covid et qui fabriquent de la spike en permanence, excitant votre système immunitaire, mais à force d'être excité, le système immunitaire s'effondre. Et le VIH n'est peut-être pas, le morceau de VIH n'est peut-être pas pour rien. Cet effondrement du système immunitaire d'un côté et de l'autre côté, une hyperstimulation immunitaire à l'intérieur du cerveau. Donc, à un moment, et j'ai des patients non vaccinés qui aujourd'hui sont en roue libre, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de spike, mais ils continuent à s'attaquer à eux-mêmes parce qu'ils ont développé à la longue une espèce d'auto-immunité, et d'ailleurs chez certains on trouve des auto-anticorps, une auto-immunité qui fait que ça ne s'arrête plus. Donc c'est une histoire qui est quand même très grosse. Comme je dis, chaque Covid est une encéphalomyélite, j'en veux pour preuve que classiquement on peut perdre le goût et l'odorat. Mais qu'est-ce que c'est perdre le goût et l'odorat? C'est une atteinte du nerf 1, le nerf olfactif avec son noyau bulbaire, et le goût, c'est peut-être le 9, ça peut être le 12 si je me souviens bien. Et donc on voit que c'est une encéphalomyélite. Et on rigole en disant, oh oui, mais c'est une perte de goût et d'odorat. D'abord, tous les gens ne récupèrent pas. Et des jeunes patients en aigu, malgré le traitement, ça a été difficile qu'ils retrouvent le goût et l'odorat. Et je trouve qu'une infirmité, c'est pas une petite infirmité pour un adolescent ou une adolescente de perdre le goût et l'odorat, voire même avoir des odeurs désagréables ou des goûts désagréables. Donc on voit que c'est pas une petite histoire. Il ne faut pas le banaliser, mais on l'a banalisé, surtout dans nos milieux. C'est très regrettable.
Hein, puis il y a quelque chose aussi, enfin, je me rappelle de cette époque-là où bah, justement quand on était soumis obligatoirement à ce pass sanitaire au début, puis pass vaccinal pour certains pour travailler, etc. On nous disait justement donc tous vaccinés, tous protégés évidemment, mais c'est ça, c'est pas ça que je voulais dire, c'est on nous en fait on nous poussait presque à vouloir être contaminés par le Covid pour justement ne pas avoir affaire sa picouse et puis avoir ce pass, ce fameux pass. Donc c'est très pervers aussi ce truc-là. Absolument, absolument, absolument. Mais tout est pervers dans cette histoire, hein. Tout est pervers. Euh, Maintenant, on peut reparler de Covid chronique, vacciné, non vacciné. Alors, il y a des patients vaccinés qui vont très bien, tant mieux pour eux, et il y a des patients non vaccinés qui vont pas bien. Et donc, on dira, ben, vous voyez, il fallait le vacciner. Non, pas du tout. Une infection Covid, c'est toujours la rencontre d'un variant. Or, Dieu sait si le Covid mute, puisque c'est un virus à ARN, et les virus à ARN mutent. Il n'y a jamais eu de vaccin à ARN efficace, et on n'a jamais vacciné en période d'épidémie. On a fait tout ça. Mon amie Christine Coton a bien démontré que tout ce qu'on nous avait vendu pour « Ah oui, mais il faut protéger grand-maman, donc vaccinez-vous, vous ne risquez pas grand-chose, mais grand-maman en risque, les femmes enceintes », tout ce qui nous a été vendu comme argument pour l'injection, Christine a montré que Pfizer les avait exclus de l'étude. Donc on était devant une malhonnêteté ou dimension cyclopéenne, et c'est passé comme ça. Et donc pourquoi maintenant un variant sur un génome d'un patient, mais sur une immunité qui est un processus cinétique, vous avez une combinatoire de tout ça. Et donc il se peut très bien que pour un variant, telle personne n'est pas grand-chose, et qu'une le prenne plein pot, et moi-même j'ai failli en mourir. Mais comme je pouvais soigner les autres, je me suis soigné moi-même. Pour l'anecdote, je suis sorti du coma, qui n'était pas désagréable d'ailleurs, en me disant, mais si je meurs, ils vont dire que c'est parce que j'étais pas vacciné. Je peux vous garantir qu'en 2 heures, ma, ma mauvaise, ma mauvaise humeur a fait que je suis sorti du coma. Je vous garantis l'authenticité de l'histoire. Ouais, non, mais vous m'en aviez parlé de ça effectivement, et c'est vraiment intéressant d'avoir votre avis sur ce sujet parce que vous, encore une fois, vous faites pas partie de la majorité de la dissidence et de la résistance sur ce sujet sur les traitements, etc. Donc c'est très intéressant. Je vous remercie de nous donner votre point de vue. Et par rapport au Covid, pour revenir chronique, du coup, ça voudrait dire que c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, plutôt en off, hein, quand on s'écrit. Vous me disiez que une personne infectée Covid, ce n'est pas immunisant en fait. Ça veut dire qu'on peut très bien se soigner un temps et puis bah, 2 jours après, finalement, le traitement, une fois qu'il est terminé, pouvoir le rattraper entre guillemets. Alors j'ai entendu Oui, aujourd'hui une personne, juste pour la petite anecdote, une personne là qui fréquente mon lieu de travail, qui est allée se faire injecter contre la grippe. Et elle l'a découvert avec, enfin, à la fin qu'on lui a dit hein, que c'était combiné avec le Covid. Donc elle a eu la surprise d'apprendre ça. Elle était très contente. Voilà. oui, mais C'est attends, ok, mais là, il y a quand même, c'est plus que de la tromperie. En tout cas, en Belgique, vous faites ça, vous êtes condamnable devant les tribunaux parce que vous n'avez à aucun moment obtenu le consentement éclairé du patient pour cette affaire. Je regrette que les patients soient si patients et qu'ils ne soient pas plus incisifs avec les médecins, parce que s'il y avait quelques procès à juste titre qui étaient faits aux médecins pour ne pas avoir respecté la loi, et ça a été fait en Belgique aussi, parce que non seulement l'ordre des médecins m'a poussé à ne pas respecter le consentement éclairé du patient, en me disant vacciner et puis c'est tout. Je savais, puisque j'ai des écrits, qu'on me refusait de me donner la composition du vaccin, donc je injecté quoi que ce soit au patient. On ne pouvait pas, par définition, avoir le consentement éclairé. Eh bien, ça, pénalement, en Belgique, c'est responsable. Ça s'appelle provocation à commettre un délit, article 66 du Code pénal. Donc, il faut que les patients se secouent un petit peu aussi, parce que nous avons parlé des victimes tout à l'heure, et je le dis avec des termes un peu rudes, mais il y a un moment où le être victime, c'est pas un statut philosophique, c'est un constat qui devrait nécessiter une analyse de pourquoi c'est arrivé et pourquoi ça ne doit plus arriver.
Tout ça n'est pas fait. Je suis le premier à blâmer mes confrères, à blâmer la presse, à blâmer tout ce que vous voulez, mais il faut quand même que les électeurs, les citoyens se blâment eux-mêmes pour ce qu'ils ont fait. Oui, mais c'est ça aussi, de prendre ses responsabilités, effectivement. Et c'est ce qu'on encourage à faire, hein, en faisant vos propres recherches et en ne nous croyant pas non plus sur parole. Nous, on propose effectivement bah, des différents points de vue et de professionnels, en tout cas dans les domaines. Mais l'idée, c'est effectivement de prendre ses responsabilités, de prendre sa place d'adulte et de se positionner. Ça, Tout à c'est fait. hyper important. Mm. Tout à fait. Et je reprends ce que vous aviez dit avant que je ne digresse une fois de plus. J'ai une patiente, 85 ans, l'année dernière, je la soigne pour un Covid, on va dire début décembre. Et puis je lui dis, tiens, Eliane, tu vas mieux là? Je crois que vous avez disparu. Donc je vais, je vais faire mon monologue. Vous aviez disparu un peu, Elise. Mais donc, Ah, elle était guérie. Et puis 3 jours après, elle me téléphone, je suis de nouveau, j'ai un Covid. Mais il dit, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai été voir mes petits-enfants, ils avaient tous le rhume. Donc, le Covid n'est pas une maladie immunisante. Alors les gens me bassinent, j'ai un taux d'anticorps, j'ai un taux d'anticorps. Mes chers amis, quand on a des anticorps anti-syphilis, ça vous empêche d'avoir la syphilis? Non. Vous avez des anticorps anti-hépatite C, ça vous empêche d'avoir l'hépatite C? Non. Le sida, non plus. Et ainsi de suite. Mais les esprits sont réducteurs et nous vivons dans une société où le quantitatif a remplacé le qualitatif. Donc voilà, on en est là. C'est un désastre intellectuel à tous les étages. Hein. oui, intellectuel et déontologique hein, aussi, je dirais. Enfin, quand on voit encore aujourd'hui, hein, tout à l'heure, je vous disais, je suis passée à la pharmacie, de voir qu'on injecte encore ces produits-là, c'est pour moi insensé. Fin 2024, de voir que pour aller récupérer de l'ivermectine, c'est compliqué, il faut transpirer à grosses gouttes et justifier du pourquoi on doit prendre de l'ivermectine et quelle est cette ordonnance. Donc, c'est assez fou. Oui, c'est assez fou. Il y a 1 heure, j'étais avec mes amis californiens. Et là, bon, vous savez que la très corrompue FDA finalement a dit que l'ivermectine, c'était pas seulement pour les chevaux. Et elle a accepté l'ivermectine comme traitement du Covid. Hmm. Merci pour Ouais. tous ceux qui ont dit que ça fonctionnait pas. Et qui disent encore aujourd'hui que ça fonctionne pas, sans jamais l'avoir utilisé, hein, attention. Parce que s'ils le disent, c'est reconnaître qu'ils auraient dû l'utiliser avant, donc ils vont jamais le faire. Eh bien, il me disait, le gouverneur Newsom, qui est une sinistre crapule pour dire les choses, a interdit aux médecins californiens d'utiliser l'ivermectine. Parce qu'il sait que ça marche et que c'est un tueur. Ouais. Et docteur, pourquoi est-ce que je peux vous poser la question? Parce qu'on a entendu beaucoup, forcément avec le professeur Raoult dès le début de la pandémie. L'hydroxychloroquine, quelle est la différence avec l'ivermectine? Alors pour faire comprendre un petit peu aux gens de manière simple, évidemment, mais Ce que je peux dire quand même, hein, une toute courte méchanceté, et sur Raoult et sur Perron, je mais n'aime bien ni sûr, l'un ni vous l'autre. êtes libre Voilà, effectivement voilà. de vos paroles et Voilà. Voilà. Je le leur ai déjà dit et à l'un et à l'autre, mais en général, ils me bloquent quand je souhaite avoir une discussion avec eux. Bon, oublions ça, ça me fait du bien. Alors, l'hydroxychloroquine est un médicament médiocre pour le traitement actif du Covid. Alors, je comprends que notre ami Raoult s'accroche des 2 mains et des 2 pieds à ça, mais bon, tant pis pour lui. On pourrait lui dire, écoutez, vous avez essayé début 2020, c'était beaucoup mieux que rien. Et vous aviez raison, mais à un moment, il faut s'arrêter. L'ivermectine est infiniment supérieur. Donc, alors, l'hydroxychloroquine, c'est un antimalarique donc, contre la malaria. Elle marche assez bien en tant que prophylaxie. Quand j'ai des amis qui n'ont pas facilement accès à l'ivermectine, voyagent en avion, ce qui est une idée moyenne, ben, je leur dis prenez de l'hydroxychloroquine avant, pendant et puis un jour après. Ça limite la casse, la possibilité d'être infecté, limite. Mais une fois que c'est symptomatique, aigu ou chronique, il faut passer à l'ivermectine. Et même à certains moments, avec de la cortisone. Pourquoi? Ben parce qu'on revient à cet emballement immunitaire essentiellement cérébral causé par la spike et le métronol ou un autre corticoïde a un aspect thérapeutique.
J'insiste bien là-dessus, c'est fondamental. Voilà. Ouais, alors c'est donc du coup le combo, hein, pour reprendre, ivermectine, alors avec des dosages évidemment particuliers selon le poids et l'âge, hein, tout à fait. Le médrol, donc c'est de la cortisone, pour faire simple, hein, pour que les gens comprennent. Et puis il y avait aussi un antibiotique du coup, comme Oui, la oui, clarithromycine. de la clarithromycine qui a un effet d'abord de protection des surinfections bronchiques. Deuxièmement, j'ai beaucoup de co-infections de type Covid plus mycoplasme plus chlamydia qui sont sensibles en principe à l'azithromycine ou à la clarithromycine. La clarithromycine et l'azithromycine renforcent l'effet antiviral de l'ivermectine, dont la fonction est antiparasitaire, c'est intéressant, mais qui bloque la transformation de la spike brute sortant du brin d'ARN pour la couper au bon endroit pour qu'elle soit efficace. Et l'ivermectine empêche ça. Donc, ce sont des éléments qui se renforcent les uns les autres. Je donne également du Zyrtec, de la cetirizine, comme un immunomodulateur. On peut rajouter dans les cas plus graves un antiagrégant plaquettaire qui est l'Azaflow pour empêcher le processus de coagulation. Donc, le premier stade est l'agrégation plaquettaire. Et au besoin, quand il y a une chute de la saturation du sang, à ce moment-là, de passer aux anticoagulants. Voilà, c'est un peu le schéma. Et il ne faut pas traîner. Quand on sent que les patients passent d'une saturation de 100% à 92%, pour parler belge, en quelques heures, là, il ne faut pas hésiter, il faut donner tout de suite des anticoagulants. Et je ne me préoccupe jamais de savoir si j'ai affaire à un Covid ou pas. Je n'ai jamais fait de test antigénique, sauf pour moi, la fois où j'ai failli y rester. Il était bien positif parce que je devais, pour l'anecdote, aller me justifier à l'ordre des médecins, une fois de plus. Je dois avoir un abonnement là-bas. Et voilà, je ne fais jamais ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution du patient. Ouais, et puis c'est de traiter, effectivement, de soigner, hein. Du coup, avec tous ces traitements-là, est-ce qu'on peut prendre aussi de l'ivermectine en traitement de fond pour prévenir éventuellement justement une infection? Oui, je recommande de prendre de l'ivermectine à titre prophylactique 3 jours par semaine à la dose de 0,1 mg kilo, tous les 3 premiers jours du mois, par exemple. Pourquoi? Parce que si vous avez fait un rhume qui vous est même peut-être passé inaperçu, ben, vous risquez peut-être d'avoir un Covid chronique. Alors, c'est pas la peine. Les ennuis que j'ai eus avec l'ivermectine, ben, oui, à part mon épouse qui fait toujours, toujours tout à l'envers, qui a eu des douleurs digestives, j'ai jamais eu d'ennui avec l'ivermectine. J'ai eu, par contre, 3 cas, je crois, sur les 350 patients, de gens à qui j'ai dû donner de la dexaméthasone parce qu'ils étaient allergiques à la méthylprednisolone, donc au médrol. Donc voilà, oui, effectivement, moi je le prendrai. Alors il y a des gonzes poilus qui me racontent, oui, mais l'ivermectine, c'est toxique, c'est polluant dans la nature. Je dis, mais écoutez, on rêve là. Euh, on nous bazarde des pesticides par millions de tonnes, et vous allez me faire croire que peut-être un demi-gramme d'ivermectine par an par personne, c'est un désastre écologique. Mais en général, les gens qui me disent ça sont des écologistes. Et les écologistes sont des gens qui aiment la nature, mais qui n'aiment pas l'homme. Et je dis, vous faites exactement ce que faisait le comte Hugolin dans l'enfer de Dante, c'est-à-dire que vous prétendez qu'on ne peut pas soigner les malheureux Africains ou les Égyptiens de leur parasitose avec l'ivermectine, parce que vous trouvez que c'est polluant, mais au fond, vous préférez laisser crever les gens pour conserver la nature. C'est vraiment le comte Hugolin qui mangeait ses enfants en temps de famine pour leur conserver un père. Ouais. Alors tiens, il y a une question là qui apparaît. Alors bon, pas très très bien formulée, mais où est-ce qu'on peut trouver des l'ivermectine? Bah, c'est sur ordonnance, hein, puis de toute façon, voilà, on a le droit d'en Mais acheter, c'est, hein, même mais si c'est c'est pas compliqué. en France, j'ai fait des dizaines de prescriptions pour des Français et des Françaises, et j'ai jamais eu de problème avec mes prescriptions belges. Maintenant, il y a des pharmaciens, effectivement, gestapistes. Il y en a eu un une fois qui a dit qu'il allait me dénoncer à l'ordre des médecins belges. Je ne pense pas qu'il a fait. Je crois que c'était du côté de Carpentras, il se reconnaîtra.
Ben non, il n'y a pas de problème pour avoir l'ivermectine. Le seul problème, c'est le prix. Parce qu'en Belgique, on en est à 30 euros pour 12 milligrammes, ce qui est 100 fois le prix qu'on paie, par exemple, en Égypte. J'ai posé la question à monsieur le ministre de la Santé publique, un monsieur qui a à peu près mon âge d'ailleurs, donc un gentil garçon débutant, qui lui a débuté non pas comme médecin anatomopathologiste, mais a débuté dans la corruption. Il a dans un marché public d'hélicoptères dans les années 80. Il y avait eu le transfert de billets, on lui avait demandé où c'était passé, il avait raconté qu'il les avait brûlés. Donc c'est le même individu qu'on a retrouvé presque 40 ans plus tard aux manettes de la santé en Belgique. Ça n'est pas drôle parce que cet individu, et il peut me faire tous les procès qu'il veut, a fait multiplier le prix de l'ivermectine base par 100 pour la rendre inaccessible à mes patients belges. Et en même temps, l'importateur est français, je suis certain qu'on a joint l'utile à l'agréable, si vous voyez ce que je veux dire, compte tenu de ses antécédents et de son plaisir de brûler les billets. Enfin, maintenant, je suppose qu'il est dans le dark web, mais les mauvais instincts sont toujours là. Donc, effectivement, l'ivermectine est difficile à avoir financièrement, mais c'est simplement que, messieurs et madame les élus, moi je vote plus depuis très longtemps, ben, allez vous plaindre auprès des gens qui soi-disant vous représentent et posez-leur la question pourquoi. Ben, faites quelque chose. C'est pas toujours aux médecins à gueuler. Oui, puis après, c'est pas évident, hein, en étant, j'en ai fait les frais, on en avait discuté ensemble, hein, pour aller récupérer l'ivermectine aussi, vous m'aviez dit, auprès de du pharmacien là qui était à côté de chez moi. J'ai transpiré, ça a été très très compliqué, hein. Mais comme vous me disiez, bah oui, il est soumis aussi à l'ordre des pharmaciens. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ça, docteur? Parce que je vous sais, moi, je connais votre avis et je partage pas mal quand même sur ces médecins justement et ces pharmaciens, enfin tout ce personnel plus largement, on va dire. Médicale qui a et qui continue d'injecter, de refuser des traitements qui pourraient marcher ou d'être suspicieux quand on va chercher de l'ivermectine, etc. Je pense que nous avons beaucoup de coupures de votre côté, Lise. Ah, vous m'entendez pas? Ah, c'est compliqué ce soir le réseau. Je suis désolée les amis, ce soir c'est très très compliqué. J'ai dû me mettre sur mon téléphone portable parce que ça ne passait pas depuis mon ordinateur. C'est compliqué. Et là, vous m'entendez, docteur? Oui, oui. Oui, 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 Ok. oui. Ben, on va attendre que ça revienne un peu, mais je l'ai dit. Oui, je vous entends, mais les coupures, ben écoutez, j'en ai très régulièrement quand j'interviewe des victimes d'armes à énergie dirigée / harcèlement en réseau d'État, hein, parce que c'est toujours l'État qui est derrière. Et je salue nos amis qui sont probablement derrière. Et je suis désolé pour vous que vous en fassiez les frais, mais je pense que la personne visée, c'est moi, pas vous. Ouais, non, après, j'ai l'habitude aussi, effectivement, d'avoir ces choses-là, mais ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, effectivement. Est-ce que vous m'entendez mieux là, docteur? Oui, oui, très bien. Oui? D'accord. C'était juste pour revenir Oui, parce que vous oui. l'avez un petit peu dit au début d'émission, mais que finalement les médecins, enfin les médecins, les pharmaciens étaient dans une donc ça, finalement, je sais pas comment trop appeler ça, et il pouvait pas revenir dessus parce que en s'étant Non. positionné et en ayant été plutôt actif en injectant les patients, etc. Aujourd'hui, il pourrait pas revenir sur ces décisions. Notamment, ça voudrait dire qu'ils acceptent qu'ils ont été trompés, qu'ils se sont trompés et qu'ils ont potentiellement fait du mal à des gens, à des personnes, voire tué des personnes. Exactement, exactement. Et euh, moi, je me mets à leur place, hein. Je répète avec modestie, c'est parce que j'avais l'âge que j'avais, la formation que j'avais et le boulot que j'avais qui était en dehors de l'activité médicale avec le contact aux patients, que j'ai pu avoir la liberté de penser, la liberté d'exprimer et la liberté de traiter. Je dis et je répète, avant d'être envoyé à l'ordre pour avoir dit du mal de mes confrères, je plains mes confrères parce qu'on les a trompés. Et j'ai d'ailleurs, avant les élections européennes, fait avec mon ASBL, mon association, une recension des plus belles perles de ce que les experts, soi-disant médicaux belges, avaient raconté. On est partagé entre l'hilarité, le désespoir, l'amertume, l'écœurement. Mais ces gens-là,
c'est à eux aussi qu'il faudrait demander des comptes. Il y en a une dizaine en Belgique. Et mes confrères devraient comprendre que c'est eux, en bonne partie, et les ont trahis de l'intérieur. Et que s'il y a des personnes à qui il faut en vouloir, c'est OK, eux-mêmes, comme les patients, ont leur part de responsabilité, c'est évident. Mais ceux qui ont la plus grosse part de responsabilité, ce sont eux qui se sont laissés aller à donner des informations qu'ils savaient fausses ou certainement non vérifiées. Alors, il y a des champions du monde, évidemment. On prendra en France Gilbert de Rais, que moi j'appelle Gilles de Rais dans une autre orthographe. Ça, c'est un champion du monde. Raffi aussi. Bon, Delfrécy, bon, bah, il a trahi tout le monde et puis après, il a même trahi ceux qui l'avaient servi. Bon, oui, mais si vous voulez, ce n'est pas pour en faire des moutons de sacrifice. Mais dans toute situation comme ça, il faut quand même remettre une échelle des responsabilités. Monsieur Fauci est quand même bien avant je dirais, le praticien généraliste de Californie qui a été soumis au régime que je vous dis. Donc il y a quand même une gradation, quoi. C'est quand même c'est une espèce de tribunal de Nuremberg. À Nuremberg, on n'a pas pendu tous les Allemands. On a pendu un certain nombre de criminels et on a condamné un certain nombre de criminels qui avaient des responsabilités et qui savaient qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas acceptables. Donc moi, je ne demande pas la guillotine pour tout le monde, mais je trouve qu'aujourd'hui, se contenter de dire bah c'est la faute à pas de chance, oublions ça, passons, voilà tout. Non, non, je suis pas d'accord, parce que à la prochaine épidémie qui est en train d'être organisée, nous aurons les mêmes comportements et de la population, et des vaccinés, et des non-vaccinés, et des médecins, et des médias, et tout et tout. Donc, si on ne réfléchit pas et on ne va pas encore plus loin, c'est-à-dire tirer les conséquences de ce qui s'est passé, et ça ne se fait pas, nous sommes mûrs pour recommencer les mêmes erreurs. Vous pensez là que si ça, c'est parce qu'effectivement, on entend Monsieur Bill Gates l'a annoncé déjà qu'il y aurait une prochaine pandémie, etc. Vous pensez que ça, on reprend les mêmes et on recommence exactement les mêmes choses là dans l'état actuel des choses? Alors, pas exactement, parce que la secte qui est en face et qui est à la manœuvre est faite, je l'avais dit à Eric Montana avant que nous soyons à l'antenne, nous avons affaire à des gens remarquablement intelligents, très rationnels. Bon, diaboliques certes, mais rationnels et intelligents. Moi, ce que je vois arriver, évidemment, ces gens-là ont toujours plusieurs fers au feu. Donc, on tue les malheureux poulets, ce qui permet aussi d'affamer les populations. C'est très sympa, ça marche bien aussi. Et donc, il y a la H5N1 qui est un candidat. On parle d'Ebola. Ebola, il a le bas. Je ne vais pas donner de mauvaises idées. Ah, petit problème technique, je vous entends Je ne plus, sais pas si docteur. on, c'est pas, oui, Ah, on ça a y est, été c'est coupé. revenu. Alors du coup, ça, Je dis, ça, voilà, je vais pas donner de mauvaises idées aux gens d'en face, mais ils les ont. Ils ont les mauvaises idées. Puisque, regardez, je ne sais pas si vous m'entendez là, oui, on très a bien. du, Revenu. C'est bon. c'est des gens qui savent s'amuser, vous savez, nos amis en face. Mais, je le dis en riant, mais c'est pas drôle du tout, hein. Et, s'ils savaient ce que je pense d'eux. Non. Vous voyez bien que M. Gates court aujourd'hui en Afrique. Pourquoi? Vacciner tout le monde avec l'argent de la communauté européenne, puisque Mme Ursula Leyen vient de débloquer des centaines de millions pour aller vacciner ces malheureux jeunes Africains qui n'ont rien demandé à personne. Et pourquoi? Parce que justement, l'Afrique a été peu vaccinée. Ils se sont rendus compte très vite, les Africains, que eux, ils appelaient ça d'ailleurs le Covid, la maladie des Blancs. Vu qu'ils prenaient de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine, ils en étaient humains. Mais ça n'a pas plu à M. Gates. Donc maintenant, il Ouais. court toute l'Afrique pour vacciner contre quoi? Monkeypox. Alors les gens aujourd'hui, oh, monkeypox, ça n'a pas marché. Attendez de voir. Voilà la séquence que M. Gates et ses amis ont programmée. Monkeypox, c'est 30 000 paires de bases ADN cette fois-ci. Dans ces 30 000 paires de bases, il y a 10 000 paires de bases qui s'appellent smallpox. Smallpox, en français, c'est la variole. Nous avons la variole du singe, 30 000, et dedans, la variole humaine, 10 000. Quelle est la différence? La variole du singe est une épizootie. Elle touche les animaux, elle touche les êtres humains. En général, c'est désagréable, mais ce n'est pas mortel. Par contre,
smallpox, la variole, c'est terrifiant, puisque une bonne partie des Amérindiens ont été liquidés, non pas par les conquistadors, mais par la variole qu'ils avaient sciemment amenée avec eux. À mon sens, la variole, dans une société qui va être de plus en plus déstructurée, où les liens sociaux, les liens internes, l'accès à l'eau vont être limités, ça sera l'équivalent, là cette fois-ci, de la peste noire qui a ravagé à peu près la moitié de la population au Moyen Âge. Mais avant d'arriver de monkeypox à smallpox, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ces jeunes gens vont faire des gains de fonction, vont rassembler ou raccourcir le génome pour qu'il sert de plus en plus smallpox, avec ceci d'intéressant qu'on fera chaque fois un vaccin, que ce vaccin, tout le monde ne le prendra pas, et qui diront, vous voyez, la situation se dégrade, c'est de plus en plus grave, à cause de ces salauds non vaccinés. Donc, chaque fois un peu plus de graphène, de nano, de vaccins, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est quand même dedans. Je sais bien que ni Perron ni Henri Oncode, soyons méchants une fois de plus, ne veulent en parler, mais c'est dedans. Et c'est la deuxième partie de l'arme, évidemment, vaccinale. Donc voilà pour moi le scénario que ces gens vont développer. Et ça va passer sous le radar, puisque moi je pensais bêtement qu'ils allaient ressortir la variole des frigos militaires, parce qu'elle y était, tout le monde le savait. Mais ils seront beaucoup plus fins que ça. Ça aurait paru trop net, trop clair. Et en plus, ici, ils peuvent se faire et de l'argent et injecter leur nano et leur graphène. Voilà ce que je pense. Et tous ceux qui rigolent aujourd'hui de monkeypox ont tort. Regardez l'activité, je le répète encore, de Monsieur Gates, qui est je dirais, le canari dans la mine. Oui, la situation est inquiétante et ces gens ne reviendront jamais en arrière. Jamais. Ouais. On a bien compris quand on prend de la hauteur, justement, et le Covid a été pour beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément des alerteurs ou autres, mais qui ont fait des recherches et qui ont mis un peu les pièces du puzzle, assemblé les pièces du puzzle et pris de la hauteur, notamment sur le monde entier, ce qui se passait, de se dire, il y a un plan derrière, hein, il y a quelque chose et qui n'est même pas caché, qui est justement bien dévoilé aujourd'hui. Il suffit de lire, il suffit de faire quelques recherches, d'écouter aussi les personnes qui le disent, plutôt que de les traiter de complotistes et de tous les noms d'oiseaux. Et il y a bien un plan derrière, il y a bien une volonté derrière tout ça. Que ce Oui, soit c'est un par les... complot. Oui, c'est un complot pédosataniste, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils ont tous les fers au feu, on est en train de propulser les guerres partout, on effondre les économies et donc la famine suivra derrière. Ils savent gérer la météo puisque HARP et les chemtrails qui n'existent pas mais qui existent quand même puisqu'il y a quand même 7 États aux États-Unis qui ont interdit que ça se fasse. Oui, c'est un plan global. Et on voit très bien que derrière, et moi ça m'avait frappé en 2020, comment ils ont couru pour nous donner la 5G que nous demandions à corps et à cri quand nous étions enfermés. Je me suis dit, il y a une liaison. Et effectivement, la 5G, c'est le complément aux nanos qui sont injectés. Et voilà, parce que il est évident que tout ça est lié. C'est complotiste, oui, oui, ça je l'admets vraiment, parce qu'il y a vraiment un complot avec un grand C, un complot messianique d'ailleurs, apocalyptique. Et ben oui, mais l'injection est importante en ce sens que elle met en rapport un numéro de batch, c'est-à-dire une programmation des nanos. Les nanos, c'est quand même de l'informatique. Et maintenant, il y a un mélange d'informatique et de biologie, ce que semble difficilement comprendre Madame Stuckelberger, qui me traite de criminel d'ailleurs, parce que je crois à la séquence ARN Spike. Oui, je crois celle-là, sans nier qu'il y en ait une autre. Et ce n'est pas sans risque, parce que quand je l'entends dire ça, je boue, parce que je me dis, elle est en train de détourner des gens d'un traitement ivermectine, cortisone et compagnie, en leur laissant entendre que c'est simplement de l'informatique, ce qui n'est pas vrai. L'informatique est là, elle sera là, il y a une équation maintenant entre le batch injecté, la programmation des nanos qui étaient dans le batch. Parce que le graphène et surtout l'oxyde de graphène, nous en prenons tous tout le temps, merci les chemtrails qui n'existent pas dans la nourriture. Donc nous sommes transformés progressivement
en antenne émettrice réceptrice. Mais c'est pas suffisant. C'est bien pour ça qu'ils insistent sur les processus d'injection. À ce propos, puisque j'ai évoqué la variole, Monsieur Perron, dans un moment de grand enthousiasme comme il en a l'habitude, a dit « Ah mais grâce à moi en partie, la variole a été éradiquée. » Ben oui, Christian, elle a été éradiquée, mais c'est bien ça qui va être le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'a d'immunité, et contrairement à ce que Martin Zizi raconte, des jeunes gens comme moi qui ont été injectés contre la variole il y a 70 ans, je suis pas convaincu qu'ils aient encore la moindre immunité contre la variole. Donc, l'OMS a anticipé ça depuis longtemps en disant nous allons faire baisser la garde sur la variole, puisque le virus de la variole est très dangereux, mais il est strictement limité à l'espèce humaine. Et donc, avec leur programme, aujourd'hui, on est tout nu. On est tout nu, donc vous comprenez bien la tentation qui est là derrière. Ouais. Alors c'est pas très réjouissant tout ça, hein. On fait des émissions au fil du temps, effectivement, on essaie de donner de l'espoir aux personnes. Pourtant, vous nous disiez en off que vous n'alliez pas si mal, que vous preniez les choses et même comme aussi très valorisant finalement, hein, d'avoir pris vos positions puis d'avoir pu aider des personnes. Et je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir été, ce que je vous le dis souvent, un véritable docteur, soucieux de vos patients et soucieux de l'être humain de manière générale. Est-ce que vous pensez, par exemple, alors ça, on dévie un petit peu du sujet, mais c'est quand même dans le sujet. Est-ce que l'élection de Trump pourrait, s'il arrivait toutefois, si, le 21 janvier, est-ce que ça pourrait changer un petit peu les cartes, notamment avec Robert Kennedy à la santé ou pas, selon vous? Écoutez, je suis un adversaire déterminé du suffrage universel et du suffrage sur liste électorale. Je suis un chaud partisan du tirage au sort. Je ne vois pas pourquoi les comportements détestables en Europe, produits justement par cette fausse démocratie électorale, donneraient d'autres résultats aux États-Unis. Vous savez, on avait le choix entre la peste Kamala Harris et peut-être monkeypox Trump. Oui, il est certain que si on m'avait mis le fusil dans le dos, j'aurais voté Trump. Mais j'attendrai de voir le maçon au pied du mur. Voilà. Vous parliez de... Maintenant, oui, vous m'avez interrogé rapidement, je ne vais pas parler de moi très longtemps, c'est pas toujours très intéressant. Mais oui, je suis content de vivre cette période, comme je l'ai dit à Eric Motana, off. Pourquoi? Parce que c'est une période qui m'oblige, moi, à être plus que ce que j'étais avant. C'était assez possible, je pense. Mais ça me fait voir d'abord des gens intéressants. Je vous l'ai dit, j'ai plus que de la compassion ou de l'estime pour les personnes. Et voilà, ça simplifie les choses. Mais vous savez, je vais au tango. Et au tango, il y a quelqu'un qui me renseigne, il me dit, tu sais, la barmaid, là, bon, je crois que c'est une immigrée ukrainienne. Je crois qu'elle a un Covid et elle est pas bien. Bon, bah, je vais la voir, je lui téléphone, et je me rends bien compte qu'elle n'a pas les moyens de payer les 250 € du traitement en Belgique. Donc, je me suis arrangé pour qu'elle ne les paie pas. Et 2 jours après, je l'ai retrouvée au bar. Elle m'a fait un grand sourire. Et elle m'a dit, docteur, qu'est-ce que je vous dois? Et j'ai répondu, vous savez, avec un sourire tel que le vôtre, je suis largement payé. Ouais. Et vous en avez aidé plus d'une de personnes comme ça, effectivement, qui ne pouvaient pas se traiter et qui, enfin, acheter en tout cas l'ivermectine. Et ça, c'est encore une fois aussi tout à votre honneur. Et je vous remercie effectivement d'avoir de vrais docteurs. C'est important dans ces temps compliqués. Je vous avais entendu dans une émission avec mon collègue Éric Loridan dire aussi, parler des 4 chevaux de l'Apocalypse. Où en serions-nous là? Vous avez parlé bientôt, vous l'avez dit rapidement, mais la famine, la prochaine étape, du coup? Mais, ma chère Élise, ils font tout en même temps. Mm. Ils font tout en même temps. Ouais. C'est une pyramide qui est une fractale. Les mêmes mécanismes de pouvoir dans cette pyramide se retrouvent tout en bas. Mais ils font toujours tout de la même façon, mais dans des registres différents. Aujourd'hui, ils avancent sur les 4 cavaliers. Vous voyez bien que la météo nous a vendu le CO2, c'est encore magnifique. Il faut reconnaître que l'adversaire sait faire. Hein, vendu le CO2 comme étant le responsable du changement climatique, alors que c'est eux qui le font à la main, qui détruisent
les récoltes en Espagne. On fait même venir un bateau tout spécialement en Méditerranée qui fait le tour pour foutre la merde partout. Ils se cachent pas, HARP se cache pas, les tremblements de terre, ils savent les faire, demandez aux Turcs, ils savent faire tout ça. La partie la plus facile, finalement, c'est la famine, puisque à force de faire de la fausse monnaie, cette monnaie n'aura plus cours, donc les gens sauront plus où aller, ne produiront plus rien, avec les résultats qu'on peut imaginer. La guerre, j'ai pas besoin de vous dire, ils sont en train d'allumer le feu comme ils peuvent, et ils nous ont dit, à travers les films de Kubrick. Kubrick était on peut dire, le fournisseur de la cour de la secte. Il lui avait demandé un certain nombre de films, programmes. Le premier, je vous le rappelle, c'était Docteur Folamour. Si nous ne parvenons pas à nos fins, nous ferons tout sauter. Le deuxième, ça a été, dans l'ordre, je pense, 2001, Odyssée de l'espace. C'était la prise de contrôle de l'individu par l'ordinateur. On y est assez largement. Le troisième, c'était une orange mécanique, c'est-à-dire le contrôle mental. C'est déjà très, 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 très loin. On est, je pense, dans des mécaniques MK Ultra 2, voire 3.0 quand j'écoute mes victimes d'armes à énergie dirigées. Donc, oui, Lise, pour répondre à votre question, l'apocalypse n'a pas commencé. Nous sommes dedans. C'est simplement que ça s'approfondit partout, tout le temps. Mais comme c'est quelque chose qui est un effondrement progressif, comme tous les processus chaotiques, quand vous écartez de l'équilibre, ça va encore, et puis tout d'un coup, ça bascule. Alors c'est très très rapide. Hemingway disait, on lui demandait, tiens, comment vous avez fait faillite? Il disait au début lentement, pas après très vite. Voilà. En fait, je sais pas, à un moment donné, j'ai eu l'impression, et on partageait avec d'autres dissidents, c'était vers 2023, je dirais, qu'il y avait une accélération, et en fait qu'on était attaqué de tous les côtés. On employait ces termes à chaque fois, sur tous les fronts, sans répit, et c'est fatigant, c'est usant aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, enfin, au niveau mental, comment tenir aussi dans la dissidence malgré parce que voilà, c'est toujours compliqué d'être, même si on en est fier, d'être le plus petit nombre et on a l'impression de se battre au quotidien contre les personnes, d'essayer de prouver tout ce qu'on dit, d'essayer d'apporter les preuves, les documents. Est-ce que c'est facile comme position finalement et comment il faudrait prendre les choses, essayer en tout cas de les prendre? Je ne me permettrai pas d'apporter des recettes existentielles à qui que ce soit. J'ai déjà bien assez de mal à gérer ma propre vie, ma propre existence pour donner des conseils à d'autres. Je sais ce que ça vaut. Puisque vous me posez la question pour moi, le fait de voir arriver ce machin qui nous tombe dessus, c'est exaltant. Oui, je dois le dire comme ça, faute d'autres mots. Exaltant pour moi, c'est assez égoïste, j'en conviens. Alors comment on vit ça? On se développe une spiritualité. C'est vrai qu'on se replie sur soi-même d'une certaine façon, mais on s'ouvre à d'autres. Je vous dis, j'ai jamais eu de patient dans ma vie puisque je n'ai eu que des morceaux de patients ou alors des patients qui étaient déjà passés de l'autre côté du miroir. Et c'est aujourd'hui, à mon âge, que je découvre la relation patient-médecin. Et c'est pour moi une source d'enrichissement énorme, énorme. Alors je gère ça comment? Je vais au tango, je fais un peu de piano, je discute avec mes amis, alors avec mon épouse de temps en temps, quand je trouve le temps de lui parler, j'en profite pour de nouveau lui présenter à la fois toutes mes excuses, tout mon amour, je ne sais pas comment dire, pour avoir un mari tel que moi, parce que je suis pas sûr que je me supporterais à sa place. Et puis je pense qu'il faut garder un peu d'humour aussi. L'humour, ça sauve. Voilà. L'humour et est-ce qu'on peut parler du coup d'espoir ou est-ce que Ah tout non, est ah non, ah non, 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 irrémédiablement non. compromis? Ouais. Ah non, 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 l'espoir, pour moi, c'est quelque chose de très toxique. Je le disais à Eric Montana avant de commencer, pour moi, il n'est pas question d'espoir. Je n'espère rien. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas quelque chose après. Mais je ne fais pas quelque chose parce que je me dis que si je ne le fais pas, j'obtiendrai pas le résultat et j'aurai l'espoir de l'obtenir. Ah non, ça non. Parce que les espoirs déçus, il n'y a rien de plus déprimant. Il faut faire aujourd'hui ce qu'on doit faire ici et maintenant. Hinc et nunc. C'est comme ça qu'il faut procéder. On va faire son devoir. Que ça débouche ou que ça débouche pas,
c'est quelque chose qui ne nous appartiendra pas, c'est la providence, c'est Dieu, c'est tout ce que vous voudrez, mais c'est au-delà de votre capacité d'humain. Si on fait déjà son devoir en honnête homme ou en honnête femme au sens, je dirais, du XVIIe siècle, je pense que c'est déjà pas mal et je pense qu'on pourra peut-être se présenter là-haut. Et comme disait un de mes amis, on peut se défendre. Voilà. Ouais. C'est pas mal ça. Je trouve que c'est pas mal comme mot de la fin, ça. Faire de ce qu'on a à faire dans cette incarnation-là, à l'instant qui se présente, effectivement. Merci infiniment, docteur. Merci infiniment. J'espère que vous Merci. reviendrez. Je pense que vous attendez, vous l'avez dit aussi, qu'on vienne aussi peut-être vous contredire un petit peu, ne pas être d'accord avec Tout à vous. fait. Donc, Absolument. vous demandez le débat Oui, 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 notamment oui, oui. toutes les personnes que vous avez pu citer, sans avoir de réponse positive à chaque fois. Donc, j'espère pouvoir être un jour l'animatrice, j'allais dire médiatrice peut-être, mais peut-être que c'est un peu fort. En tout cas, l'animatrice d'une émission justement où on pourrait discuter de tous ces sujets-là qui font division malheureusement dans la dissidence, bon, ce qui est propre à l'être humain aussi, mais je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose, docteur. Oui, justement, j'ai une discussion, un échange plutôt tendu avec Grégory Kerpides, je pense, qui a été interviewé très longuement chez Nicolas Bouvier. Et je dis, monsieur, vous avez fait des assertions, j'aimerais qu'on en discute en public, parce que je suis d'accord sur certaines choses, mais pas d'accord sur d'autres. Et j'ai eu droit à des réponses. Je vous épargne ça par charité chrétienne. Mais bon, par exemple, Christian Perron, lui, m'a bloqué. J'ai essayé d'avoir des débats avec les uns et les autres, et je vous remercie de poser la question, parce que dans mon esprit, le débat scientifique, c'est un débat où on ne met pas de gants. Il faut aller, quand quelqu'un présente une thèse, lui dire, mon vieux, je vais essayer de te la démolir, parce que si elle est solide, elle doit résister à mes assauts. C'est ça la science. Mais ça n'exclut pas la courtoisie et le savoir-vivre. Les gens ne savent pas faire la différence. Le combat scientifique, c'est un combat sans merci, je dirais presque un peu sadique. Mais ça doit être comme ça. Mais ça doit se faire. Il y a le savoir-vivre qui est là pour gérer la relation entre les êtres humains. Mais sauf à faire ça, on arrive à quoi? À ce que je reproche et qu'on reproche à tous, c'est le consensus scientifique. Pensons tous la même chose. Eh bien, si on ne pense pas la même chose, il y a forcément un débat, il y a forcément des étincelles. Ben oui, c'est ça la vie. Mais c'est ça la liberté et c'est ça la grandeur de l'homme. Le reste, c'est du blabla. Alors, j'ai vu passer un mot, oui, mais sans l'ego. Ben oui, mais moi, je m'aime. Voilà, j'ai un ego, je m'aime. Mais c'est pas pour autant que j'ai besoin de l'affection, de l'admiration des autres. Je déteste la foule. Donc, le jour où j'aurai 10 000 likes ou 100 000 likes sur Facebook, je me dirai, mon vieux, tu as dû foirer quelque part. Oui, j'ai un ego, mais c'est pas quelque chose qui est destiné à détruire les autres. C'est quelque chose qui me permet de recevoir les critiques des autres sans m'effondrer sur moi-même. C'est assez différent. Oui, Voilà. oui, et puis c'est aussi ce qui nous maintient en vie, l'ego, hein. C'est ce qui fait que qu'on se bat aussi pour Ensemble. soi et pour. Sans ego, vous ne seriez pas là aujourd'hui, effectivement, à nous parler et à prendre ce genre de position. Je vous remercie pour votre honnêteté, votre spontanéité, docteur, et puis ben voilà, l'invitation est lancée en tout cas, hein. On se Avec grand chargera de plaisir. faire le relais. Avec, Et avec moi, grand je vous plaisir. Merci, retrouverai Lise. avec un immense plaisir, une nouvelle fois, peut-être pour parler d'autres sujets, parce que notamment les armes à énergie dirigée, vous Ah connaissez oui. très bien le sujet, vous avez interviewé, d'ailleurs, je Là. vous encourage à aller visiter la chaîne du docteur Yves Couvreur, la chaîne YouTube, où vous avez interrogé une cinquantaine, je crois, ou soixantaine de victimes. Au moins, oui. Au moins. Ouais. Et alors maintenant, bon, j'ai des problèmes sur YouTube, mais elle est sur Crowdbunker aussi, elle est plus à jour, Ok. elle est moins censurée, et donc ça s'appelle les armes à énergie dirigée contre nous tous. Ouais. Voilà. Merci mille fois, docteur, encore. Merci à vous, Merci Lise. d'être vous-même. Merci pour cette rencontre aussi, et merci d'avoir Merci à accepté vous. une nouvelle fois mon invitation. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Je vous souhaite une très très belle soirée. On essaie de garder la pêche, pas l'espoir, mais en tout cas l'humour, comme disait Docteur Couvreur. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un invité qui va vous plaire, j'en suis certaine. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez une belle soirée. Ciao, ciao. Merci.